Bonjour et nous revoici en mode confinement pour cette capsule d'accompagnement de la séance vidéo live que nous avons proposée il y a quelques jours par rapport à la suite de ce cycle de conférences consacré au rock. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le rock contestataire, le rock politique, et on va évoquer quelques grands personnages qui ont marqué évidemment ce courant très important dans le rock. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de capsules vidéo qui ont pour but de prolonger nos vidéoconférences sur les différents sujets. Alors, contestation et rock, on peut remonter assez loin dans le temps, puisque on pourrait pratiquement remonter à l'histoire du blues, retourner dans les champs de coton, où les musiciens noirs, dans des conditions évidemment assez horribles, contestent en chantant dans les champs de coton, en chantant des jours meilleurs. Et ces chants, évidemment, vont évoluer de plus en plus et vont finir par être enregistrés et puis devenir, quelque part, la musique blues enregistrée, notamment grâce au travail des Flomax, dont Pierre vous parlera dans quelques instants. Vous dire aussi que au niveau du folk contestataire, du rock contestataire, il y a le mouvement folk qui est extrêmement important, avec deux grandes figures principales, fondatrices, qui sont Pete Seeger et Woody Guthrie. Alors Pete Seeger, lui, c'est quelqu'un qui est officiellement marqué extrêmement à gauche, quelqu'un qui fait partie du parti communiste, qui se dit ouvertement communiste, et qui va sortir le fameux morceau If I Had a Hammer en 1949. Alors être communiste en 1949 dans l'Amérique en pleine chasse aux sorcières, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement complexe, mais il va en tout cas dédier sa vie, Pete Seeger, jusqu'à ses derniers jours, à défendre un folk extrêmement contestataire qui va être une source d'influence très importante, comme celui de Woody Guthrie, qui évolue plus ou moins à la même époque, qui lui va signer notamment le morceau This Land is Your Land, qui, quand on écoute, on pense à ce titre, This Land is Your Land, ce pays c'est votre pays, ou cette terre c'est votre terre, ça pourrait être quelque part vu comme une sorte d'hymne à la propriété, ou un genre de choses. En fait, c'est tout à fait le contraire, puisque ce morceau, en fait, se veut en fait une réponse au God Bless America d'Irving Berlin, qui était un morceau extrêmement, qui dégoulinait de patriotisme. Ici, This Land is Your Land, c'est vraiment une façon de justement contester cet aspect territorial, c'est de dire en fait, cette terre, elle appartient non pas à une personne, elle n'est pas privatisée, la terre, elle appartient à tout le monde, donc les forêts appartiennent à tout le monde, les champs appartiennent à tout le monde, et donc c'est vraiment ce que Guthrie va défendre ici, avec évidemment, aussi bien dans le cas de Seeger et encore plus de Guthrie, une très importante influence sur le jeune Bob Dylan, sur Joan Baez évidemment par la suite. Et comme on parle de Bob Dylan, parler évidemment de ce morceau extrêmement important du début de la carrière de Bob Dylan, et qui est vraiment à classer dans les protest songs et dans les morceaux de rock contestataire, c'est Blowing in the Wind. Alors Blowing in the Wind, c'est l'idée en fait du peuple américain qui s'oppose à différentes choses, notamment aux engagements militaires américains dans différents pays, et qui conteste en fait ces choix. Et la réponse is blowing in the wind, elle est soufflée dans le vent, c'est-à-dire que le pouvoir ne répond absolument pas à l'appel du peuple, et c'est ce que dénonce Bob Dylan dans son morceau Blowing in the Wind, qui sera inspiré aussi de par sa structure musicale, par le travail notamment d'une certaine Odetta, qui sont vraiment une des grandes figures du folk contestataire noir américain. Et la petite histoire raconte aussi qu'au niveau des paroles, Bob Dylan aurait été chippé par-ci par-là des morceaux de texte chez un musicien folk qui travaillait dans le même label que lui, mais bon, voilà, ça fait partie un petit peu de la grande légende. Alors, plus près de nous dans le temps, dire aussi qu'un des groupes qui aura une carrière vraiment branchée sur le rock contestataire, ce sera évidemment
Rage Against the Machine, qui va se fonder en 1992 suite aux terribles émeutes de Los Angeles en 1992. Donc c'est vraiment un groupe qui se fonde suite à ces émeutes, donc qui a dès le départ un message extrêmement politique, à l'image du fameux titre Killing in the Name, hein, qui deviendra un grand succès en 1993, qui sera extrait du premier album de Rage Against the Machine, et qui dénonce notamment les violences policières aux États-Unis et dit qu'en fait les personnes qui se trouvent, c'est dans le texte, les personnes qui se trouvent à ce moment-là, et je crois que malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui, dans les forces armées américaines, dans la police américaine, ce sont les mêmes qui allaient brûler des croix, en référence évidemment au Ku Klux Klan et aux dérives évidemment qui peuvent avoir lieu dans la police américaine ou ailleurs dans le monde. Donc ce Rage Against the Machine est vraiment un des tout grands derniers exemples, j'ai envie de dire, dans l'histoire du rock extrêmement politisé et contestataire. C'est un groupe qui aura une existence assez courte, il se reformera à différentes occasions, mais vraiment le début de l'histoire s'étalera grosso modo de 92-93 jusqu'au début des années 2000, mais il va marquer profondément l'histoire du rock, et notamment un de ses membres comme Tom Morello continue aujourd'hui à être extrêmement politisé. On le verra notamment aux côtés de Bruce Springsteen, qui lui aussi n'est pas en reste par rapport à l'engagement politique sur plusieurs de ses albums, et sur même le fait que dans ses chansons, inspirées notamment par Pete Seeger, Springsteen est un grand fan de Pete Seeger et lui consacrera d'ailleurs un album live, les Seeger Sessions. Eh bien, Springsteen et Tom Morello auront plusieurs fois l'occasion de se réunir sur scène pour défendre différentes causes. Alors, tout ça d'un point de vue un petit peu plus technique. Pour ça, je vais laisser la parole à Pierre pour vous en parler. Oui, Laurent, effectivement, d'un point de vue studio, d'un point de vue réalisation de ces chants contestataires, on peut évoquer beaucoup de choses. Évidemment, dès le départ, dans les champs de coton, avec les esclaves noirs américains qui revendiquent leurs difficultés, qui sont à l'origine de la naissance du blues, et des gens comme Alan et John Lomax qui vont aller récupérer ces voix, ces enregistrements, faire ces enregistrements de gens qui n'ont pas accès à la parole, puis toute une série d'artistes folk, Bob Dylan par après. Et bien ici, moi je voulais faire un petit focus sur les Clash, puisque c'est assez amusant de voir à quel point finalement ils font peur au début de leur carrière. Ils sont vraiment très punk dans l'âme, et à tel point que quand ils rentrent en studio, ils signent pour leur premier album chez CBS, et ils font quand même peur à leur manager à la maison de disques, et on va décider de les mettre un peu dans un petit studio sur le côté, là où ils ne vont pas trop déranger les prestigieux studios de CBS. On va les mettre dans un studio, le studio 3 du Whitfield Studio à Londres, qui est à l'époque en fait un studio désuet, où le matériel est encore à lampe, avec des micros à lampe, une vieille console Nive, qui à notre époque évidemment ferait la joie des ingénieurs du son et des techniciens, puisque ce genre de matériel est vraiment redevenu à la mode. Mais à l'époque, fin des années 70, c'est vraiment un matériel qui a vécu. On ne veut plus ça, on passe progressivement avec du matériel beaucoup plus moderne, et après à l'ère du numérique. Et donc là, on met les Clash dans ce studio qui est pas très bien équipé, et on va les mettre vraiment avec un ingénieur du son junior, un ingénieur du son qui n'a pas accès au bon matériel, et qui est un ingénieur du son qui enregistre par exemple le matin une session de musique classique, l'après-midi il fait des jingles, le lendemain il passe à autre chose. Donc c'est vraiment un ingénieur du son polyvalent qui a envie d'appliquer des recettes toutes faites, et justement avec les Clash, ça va se passer autrement. Eux justement vont vouloir que cette personne travaille avec eux vraiment à l'opposé de ce qu'il a appris, et donc il va y avoir une sorte de rivalité au départ pour imposer d'une part au Clash un peu une manière de faire plus traditionnelle, et d'autre part Joe Strummer qui par exemple lui va vraiment vouloir faire tout l'inverse. Par exemple à un moment donné il vient mettre son ampli guitare qui va à fond juste à côté de la batterie, donc l'ingénieur du son lui dit mais non, ça ne va pas, il va y avoir du repassage de la guitare dans les micros de la batterie.
Et Joe Strummer fait semblant de ne pas comprendre, il dit « Je ne sais pas de quoi tu parles, puisqu'on t'a appris à faire comme ça, eh bien, on fera totalement différemment. » Et donc c'est comme ça que va se construire le son très punk, très typé des Clash à cette époque. Ils vont vraiment prendre l'inverse de ce qu'on fait habituellement, parce que c'est de la musique sale, ça doit être quelque chose de très dirt, de très roots, et donc là, eh bien, effectivement, ils vont vraiment avoir le résultat qu'ils souhaitent. Ils vont avoir un son très différent, quelque chose d'original. Et c'est bien sûr ça qui va donner toute l'originalité à leur premier album. Alors, un autre focus, on en parlait aussi lors de notre visioconférence, c'est le sujet de Rage Against the Machine, hein, qui est un groupe qui arrive au début des années 90 avec un son qui scotche tout le monde. Voilà, on s'en rappelle, je me rappelle très bien à l'époque. Quand c'est sorti, c'était la claque, c'était vraiment le gros son, vraiment qui est très imposant, ultra efficace, et aussi une des premières fois, non peut-être pas une des premières fois, mais en tout cas une fois marquante effectivement où on a ce mélange entre un rock metal et quelqu'un qui vient scander, qui vient rapper dessus au niveau du chant. Donc un peu déjà une fusion à la base. Et puis voilà, ce son, ils vont l'obtenir en allant dans un studio qui est déjà célèbre à l'époque, qui s'appelle le Sun City à Los Angeles, studio où il y a eu Fleetwood Mac, une série de grands artistes qui sont passés là-bas pendant les années 70. Et de nouveau, c'est un studio qui est un peu sur la pente descendante, puisqu'il est équipé de matériel analogique, et voilà, à cette époque-là, tout le monde jure par le numérique, mais les Rage Against the Machine vont se retrouver là-bas avec leur producteur ingénieur du son, et justement ils vont vraiment utiliser à fond l'espace, puisque c'est un studio avec une grande pièce assez importante qui a un son particulier. Et on sait que le groupe aime bien à ce moment-là ce côté live, ce son très fort qu'ils peuvent obtenir sur scène, et donc ils vont vraiment reconstituer ça en studio. Ils vont louer un sound system, ils vont louer une sono qu'ils vont vraiment installer dans le studio, de manière à pouvoir travailler, de pouvoir enregistrer dans des conditions complètement live, et pouvoir avoir cette énergie, cette fusion aussi qu'on entend entre la basse et la guitare, ce son très live et très inspiré finalement dans l'interprétation. Bien là, évidemment, ça va contribuer à créer ce son. Ce studio est aussi équipé d'une magnifique console Nive, qui a été le sujet d'un documentaire de Dave Grohl qui a racheté cette console, puisque Nirvana se rendra quelques temps après aussi dans ce fameux studio, ce Sun City à Los Angeles. Donc voilà, merci d'avoir été là pour cette première capsule vidéo qui est là un peu en soutien de nos visioconférences. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine visioconférence avec les Chirous, et ça ce sera le 12 décembre.